Merci de votre attention à l'actualité. La fin de la mission à Goua à Lomé, un sentiment de satisfaction domine. Le Togo abrite comme prévu le forum de l'institution en août prochain. Le groupe Orabank soutient le programme cantine scolaire. Il vient d'émettre un chèque d'un peu plus de 14 millions de francs CFA, un bol d'air pour le ministère du Développement à la base. À suivre enfin des séances de démonstration du yoga, c'est pour marquer la journée mondiale de la discipline, séance élévation physique et spirituelle, en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. D'abord, ce message de félicitations du président Fornia Singbe est adressé à ses homologues dont les pays s'apprêtent à célébrer la fête du Ramadan, l'Aïd el-Kébir, qui marque l'achèvement du mois de privation, de prière et de partage, qui sera donc bientôt célébré par les fidèles musulmans de par le monde entier. Saisissant l'occasion de cette solennité religieuse, je voudrais, écrit le président Fornia Singbe, donc au nom du peuple marocain, de son gouvernement et à mon nom propre, vous souhaitez une joyeuse fête et adresser mes vœux de bonheur et de paix profonde à tout le peuple marocain pour lequel vous nourrissez de grandes ambitions. Message donc adressé à sa Majesté Mohamed V, roi du Maroc, qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, daigne accepter les ardentes prières relevées vers lui pendant cette période de dévotion et consolider la paix et l'entente cordiale entre toutes les communautés du monde. Avec tous mes vœux renouvelés, je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération, écrit donc le président Fornia Singbe, ainsi qu'à d'autres homologues comme Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, à Sa Majesté Abdallah II de Jordanie, à Son Excellence Monsieur Alpha Condé de la Guinée, Monsieur Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, à Ses Excellences Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, à Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi d'Égypte, Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, Beji Kaïd El Sebi de Tunisie, à Abdelaziz Bouteflika d'Algérie, à Son Excellence M. Macky Sall du Sénégal, à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar, à Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, à Son Excellence M. Mohamedou Bouhari du Nigeria, à Son Altesse Cheikh bin Saïd Khalifa Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, à Son Excellence M. Adama Barrow de Gambie, Omar El Béchir de Soudan, à Son Excellence M. Ali Bongo Dimba du Gabon, à Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah du Koweït, à Son Excellence Hassan Rouhani d'Iran, Fouad Massoum d'Irak, à Son Excellence M. Mahmoud Abbas de la Palestine, Manoun Hussein du Pakistan, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Ad Rabou Mansour Hadi du Yémen, à Son Excellence M. Djobo Yidodo d'Indonésie, et enfin à Son Excellence M. Azali Assoumani de l'Union des Comores. C'est à l'occasion donc de la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête du Ramadan. Les choses se précisent pour le Togo. La mission américaine a quasiment confirmé la tenue en août prochain à Lomé du forum à Goa. Elle a pris fin hier, cette mission, avec un sentiment de travail bien fait qui devrait continuer. Prudence Zissou. La coopération économique et commerciale entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique sera dynamisée davantage à Lomé du 8 au 12 août prochain lors du forum à Goa sur la croissance et les opportunités en Afrique.
C'est une plateforme qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter vers le marché américain un certain nombre de produits exemptés de droits de douane. Les préparatifs de ce rendez-vous international ont beaucoup avancé sur tous les plans et la mission américaine chargée de l'organisation de la l'AGOA 2017 est venue faire l'état des lieux et finaliser le programme avec la délégation togolaise. Elle a passé en revue les travaux effectués par les commissions et sous-commissions en vue de la préparation de ce forum et a noté avec satisfaction le travail accompli sur le terrain du point de vue de la logistique, de la sécurité, du transport, entre autres. Le gouvernement togolais est très motivé et très organisé à avoir peut-être le meilleur forum d'AGOA que nous avons eu jusqu'à maintenant. Chaque aspect de l'organisation de forum, nous avons discuté la logistique, la sécurité, les hôtels, le transport, l'accueil. Tout aspect a été discuté et il y a un comité pour chaque aspect de cette forme aussi. Et tout est bien organisé. Nous avons beaucoup d'échanges et nous sommes très contents avec l'état de préparation 46 jours avant le début du forum. Dans 8 pays d'Afrique subsaharienne, une importante délégation américaine et plus de 1000 délégués sont attendus à Lomé dans 46 jours pour ce forum. La feuille de route est clairement définie à cette séance. Les commissions devront donc accélérer les autres aspects des préparatifs pour la réussite de ce forum. Nous sommes très heureux de la mission qui vient de s'achever, la mission interagence américaine, qui nous a permis de faire le point des préparatifs et qui donne justement un satisfait de la partie américaine pour le forum qui sera organisé du 8 au 10 août 2017. Donc maintenant que nous avons clarifié complètement la feuille de route, il s'agit maintenant de pouvoir la mettre en œuvre pour que le 7, tout soit prêt pour démarrer les travaux. Et donc les commissions sont déjà à pied d'œuvre, les commissions sont mises en place, elles ont toutes chacune un plan de travail et donc ça sera mis en place. Et un des points fondamentaux de cette feuille de route, c'est la communication et la sensibilisation de tous les acteurs et nous allons nous y mettre immédiatement, notamment à travers le lancement prochain du site du forum AGOA. Le forum mettra en relief les avantages de l'AGOA dans un paysage en rapide évolution économique et le rôle important que jouent les femmes, la société civile et le secteur privé dans le développement du commerce. Il fera également la part belle à la promotion d'une croissance économique inclusive et durable, ainsi que la prospérité des pays africains. Et en attendant la tenue en août prochain donc, de ce forum à Lomé, et bien retour ce soir sur le processus d'adhésion à l'AGOA de signé Lucassi. La loi sur la croissance de l'Afrique et les opportunités économiques AGOA, établie aux États-Unis depuis l'an 2000, a été conçue pour accroître et faciliter les échanges commerciaux entre les USA et les pays africains éligibles à ce programme. L'AGOA offre donc des préférences hors taxes pour plus de 6500 produits fabriqués et transformés sur le continent noir. Depuis 2008, le Togo a acquis son éligibilité à ce programme grâce à la bonne gouvernance démocratique, à l'économie du marché, à la lutte anticorruption, à la protection des droits des travailleurs et à la réduction de la pauvreté dont il a fait preuve. Par ce canal, le
Togo a accru ses exportations vers les États-Unis, créé des emplois et la richesse. Ainsi, la valeur des échanges commerciaux du Togo vers les États-Unis est estimée à 11 000 $ en 2015 et à 10 000 $ en 2016. Pour tirer davantage profit de cette loi, le pays a instauré un système de visa pour l'exportation des vêtements et des textiles au pays de l'oncle Sam. Un centre de ressources AGOA a été créé à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo depuis 2010 pour assurer l'orientation et la facilitation des liens pour les entreprises à travers les 5 régions du pays. Le centre conseille et accompagne donc les entreprises prêtes à exporter leurs produits. Aujourd'hui, le Togo peut exporter plusieurs produits vers le marché américain, notamment le café, le cacao, le coton, les ananas, les sacs à main cousus à base de tissu pagne, le savon et les textiles fabriqués au Togo. Une kyrielle de secteurs est couverte par cette loi, tels que l'agriculture, les textiles, l'énergie et l'industrie. Des produits en franchise totale des droits de douane durant l'exportation. L'essentiel, c'est la conformité de ces produits aux normes du marché américain. La loi AGOA prévoit un forum spécial chaque année pour discuter des questions liées à sa mise en œuvre et aux questions relatives. Ce rendez-vous qui se tiendra du 8 au 10 août prochain à Lomé est axé sur une thématique, les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. Il permettra aux 38 pays éligibles à l'AGOA d'explorer comment ils peuvent continuer à maximiser les avantages de cette loi dans un paysage où l'économie internationale est en perpétuelle évolution. À quelques semaines de ce forum de haut niveau, les préparatifs vont bon train pour offrir un cadre idéal et sécurisé d'échange aux diverses délégations qui feront le déplacement de Lomé. Voilà, forum AGOA au Togo, Lomé, août 2017. Suite du dialogue gouvernement-organisation de la société civile, l'objet, trouver ensemble les meilleurs moyens de faire avancer la mise en œuvre des recommandations de l'EPU, l'examen périodique universel. Émilie Simba, Sylvain Aboudjou. La mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel est un engagement du Togo à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Sur les 195 recommandations issues du deuxième Conseil des droits de l'homme le 31 octobre 2016, 167 ont été acceptées par le Togo, dont 26 déjà mises en œuvre. La préoccupation aujourd'hui porte sur l'exécution entière des autres recommandations. Les organisations de la société civile et les institutions de l'État mènent dans ce sens la réflexion pour définir des stratégies à même de leur permettre d'identifier de nouvelles approches pour une mise en œuvre efficace de l'examen périodique universel au Togo. Les recommandations vont dans tous les sens. Chacune des organisations va essayer de canaliser un peu ces activités pour aider le gouvernement en faisant des plaidoyers, en faisant le monitoring, de sorte qu'aucune recommandation ne sera laissée, ne sera oubliée et que les choses iront mieux au Togo pour les droits de l'homme. En mettant en œuvre les recommandations acceptées, le Togo avance dans la promotion et dans la protection des droits de l'homme. Au titre du premier cycle de cet examen accompli par le Togo, des avancées ont été enregistrées, notamment dans l'amélioration du cadre normatif, la bonne gouvernance et la promotion de l'état de droit, l'accès à la santé et à l'éducation, ainsi que le renforcement du système judiciaire. Un instrument qui revêt un intérêt pour les pays membres. Malgré ces avancées significatives, tout comme dans tous les pays du monde, des défis subsistent et nous ne devons pas dormir sur nos lauriers car les droits de l'homme restent et demeurent une quête permanente. Quoi qu'il en soit, le grand nombre de recommandations acceptées traduit la volonté des autorités de notre pays d'œuvrer constamment
pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Sa particularité réside dans le fait que chaque État membre des Nations Unies est examiné sur la base de sa situation nationale en matière de promotion et de protection des droits humains suivant une périodicité de 4 ans et demi. Ces avancées traduisent la volonté du gouvernement de mener une lutte efficace dans une approche participative de tous les acteurs impliqués. Il faut donc conjuguer les efforts, selon le ministre de la Justice, pour asseoir une meilleure édification de la démocratie avec à la clé l'atteinte des objectifs assignés au deuxième examen. Autre sujet de l'actualité ce soir, c'est important appui du groupe Orabank au programme des cantines scolaires. 14 25 000 francs CFA. Eh bien, c'est le montant du chèque réceptionné par la ministre du Développement à la base, Kwasi Augustin Kossi. Un appui financier pour soutenir le programme de l'alimentation scolaire au Togo. Un chèque de 14 25 000 francs CFA octroyé par Orabank au gouvernement. De quoi permettre à 85 000 élèves bénéficiaires d'avoir accès à un repas chaud en une journée sur toute l'étendue du territoire. C'était une belle opportunité pour nous de contribuer un tout petit peu à la réussite de ce programme en apportant une contribution d'une journée pour tous les enfants qui bénéficient de ce programme, que non seulement il permet à ces enfants d'avoir une alimentation de qualité dans la journée à l'école, certainement peut-être de meilleure qualité que lorsqu'ils retournent à la maison, mais ça permet bien entendu à ces enfants d'avoir de bénéficier d'une meilleure santé puisqu'ils ont des protéines, c'est un repas complet qui leur est prodigué, et également ça leur permet d'avoir de meilleurs résultats scolaires. C'est justement pour améliorer l'état nutritionnel des élèves des milieux défavorisés et contribuer à l'amélioration de leur performance scolaire que ce projet a été mis en œuvre au Togo, et ce depuis 2008. Il couvre actuellement 304 écoles dans les 5 régions du pays pour un effectif de plus de 89 000 apprenants. Cet appui de Orabank Togo, selon le ministre du Développement à la base, Victoire Tomega Dogbe, va élargir sans doute la couverture à d'autres établissements. La lecture que nous avons de l'engagement du groupe de Orabank Togo avec le va au-delà de la remise d'un chèque. Ici, quand même, pour l'État d'effort, celui de pouvoir désormais compter sur le secteur privé dans la mise en œuvre du programme de développement. Un modèle à l'eau, c'est ça, c'est enseignement de l'eau. Mais quand on prend en compte tout ce qu'on peut faire comme production de parole, je pense qu'on peut réduire ce coût. Et notre mission, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas trop élevé, que ça se situe entre 100 et 125 francs, pour que nous puissions toucher pas seulement 89 000 élèves, mais pourquoi pas les 500 000 élèves qui ont besoin de ce. Au-delà de la responsabilité sociale de Orabank, c'est un véritable engagement à pérenniser ce programme, mieux à susciter d'autres partenariats publics et privés pour une éducation de qualité pour tous au Togo. La fin de la tournée CAT institut de conseil et d'appui technique, une mission de supervision à l'intérieur du pays. Principaux bénéficiaires, les éleveurs de volailles, de petits ruminants, les étapes Cara et Savane avec Equisala. Le CAT m'a aidé avec un géniteur à développer mon élevage. Le géniteur a beaucoup aidé pour la production. Ça m'a aidé, je gagne beaucoup de fumier, je mets dans mon champ et je gagne beaucoup de maïs. Je profite de ça aussi pour vendre et soigner mes enfants et moi-même. Un témoignage
pour tout dire sur les mérites de la composante 2 du projet d'appui au secteur agricole PASA relative à la relance du sous-secteur de l'élevage au Togo. Il y a quelques années, Evalo ignorait encore les techniques et bonnes pratiques d'élevage des petits ruminants ici à Landa dans la préfecture de la Kosa. Grâce à ce projet, il a bénéficié de ces techniques qu'il applique à ses troupeaux depuis 2013. J'élevais les moutons de façon traditionnelle jusqu'au moment où les cartes m'ont connu et j'ai commencé par recevoir des appuis techniques avec 13 têtes. Jusqu'à ce jour, j'ai 47 têtes. J'ai vendu une partie. Cet argent m'a aidé à supporter mes élèves. J'ai commencé par élever il y a de cela longtemps, mais s'il faut dire, je ne gagnais pas beaucoup de têtes de volailles, mais avec l'appui de l'ICAT, je suis parvenu à avoir beaucoup de techniques et c'est ça qui m'a aidé à élever beaucoup actuellement. Depuis son démarrage en 2012, le PASA a permis de former 7020 éleveurs de petits ruminants et des volailles et construit 5900 habitats améliorés dans les 5 régions du Togo. Des opérations menées par les coordinations de l'ICAT à travers les conseils agricoles et techniciens spécialisés en élevage. On a accentué nos appuis en ce qui concerne les normes de construction de l'habitat, les vaccinations, les déparasitages. Et je vous dis que cet éleveur, au début, avant qu'il ne connaisse l'ICAT, c'est en 2000 qu'il a commencé son élevage avec un effectif de 35, avec un gain de 900 et quelques mille. Il a pu s'acquérir d'un terrain rural où il pense à agrandir son élevage. Dans les différentes antennes régionales, cette visite de supervision a permis aux responsables de l'ICAT d'échanger avec une trentaine de bénéficiaires du PASA. Et sur les 2440 géniteurs introduits dans la mise en œuvre de ce projet, 1330 sont déjà retrocédés, ce qui porte le nombre d'éleveurs suivis de proximité à 6000 sur l'ensemble du territoire. Nous avons constaté dans un premier temps que les bénéficiaires, que sont les éleveurs, ils sont très enthousiastes et ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette action qui a été salutaire pour eux. Ces éleveurs que nous avons visités, ils ont eu à tripler leur cheptel en l'espace de 3 ans. Et chez ces éleveurs, nous avons constaté quand même quelques insuffisances que nous avons nous-mêmes mis en évidence avec eux. La tournée a également permis au directeur général de l'ICAT d'échanger avec les coordinations régionales sur les actions menées sur le terrain en vue de leur amélioration. Le PASA a pris fin le 15 juin dernier, mais les travaux se poursuivent dans les régions concernées. Cette mission permet donc aux responsables de l'Institut de formuler des recommandations à l'endroit du dispositif opérationnel en vue de boucler dans les meilleurs délais le reste des activités du PASA en cours sur le terrain. À l'étranger, le procès des biens mal acquis à Paris défraie toujours la chronique. Principal accusé dans le dossier, Théodore Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen. Les derniers développements dans l'affaire dans ce document Africa 24. Procès contre le vice-président de la Guinée équatoriale en France. Le procès dit des biens mal acquis opposant le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Obiang à la justice française, s'est ouvert au palais de justice de Paris depuis le lundi 19 juin. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale est accusé de blanchiment
de corruption et de détournement de fonds publics pour l'acquisition de biens immobiliers et des achats de luxe sur le sol français. Au terme de plusieurs audiences, la justice tarde à apporter ses preuves, selon la défense de l'avocat. La justice française est manifestement incompétente pour connaître cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on est devant un blanchiment qui est un délit de conséquence. Cela veut dire qu'il y aurait des délits qui seront commis ailleurs avec des répercussions en France. Mais ce qui arrive dans ce cas, c'est qu'il n'y a jamais eu de lien en Guinée équatoriale. Nous n'avons jamais contesté que notre client a eu des parts et d'actions dans certaines sociétés. Les sociétés ayant gagné à l'époque des marchés publics, c'est normal que comme actionnaire, ils puissent avoir droit de dividendes. Pour la défense, le procès soulève de profondes interrogations. La France peut-elle juger un vice-président d'un pays en faisant fi de son immunité? L'objet du délit, les moyens financiers n'étant pas sur le sol français, les juges s'arrogent-ils un droit universel à juger des faits se déroulant dans un autre pays? Quelle est la réelle identité des accusateurs? Les membres de l'opposition au pouvoir en Guinée équatoriale, notamment ceux du parti CORED, jubilent et portent des accusations souvent sans lien direct avec le contenu précis de l'accusation. Nous sommes fiers et très contents de ce procès qui a démarré lundi 19 juin et que la justice sera faite. Cela fait 10 ans que Théodorine et son fils et sa mère sont soupçonnés de détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Toutefois, l'un des membres éminents de la CORED, témoin de l'accusation, Sévéré Moto, a été impliqué dans une tentative de coup d'État rocambolesque en 2014 contre le pouvoir en Guinée équatoriale, mêlant le fils de l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, Mark Thatcher, et coup de théâtre, le cerveau opérationnel de ce coup d'État loupé, le mercenaire sud-africain Simon Mann, viendra témoigner ce lundi 26 juin dans des audiences où il n'est question, après plusieurs audiences, que de la politique économique, sociale, financière et diplomatique de la Guinée équatoriale. Ce dossier est une construction, il est totalement vide. Si la question est de savoir si M. Nguema avait acheté un appartement, un immeuble à Paris, des voitures, dépensé des choses, la réponse est oui, il ne s'en est jamais caché, les voitures ont été immatriculées à son nom, il a déclaré les sommes aux impôts et l'argent provient principalement d'un compte bancaire ouvert à son nom en République de Guinée équatoriale. Il n'y a pas de paradis fiscal, il n'y a pas de offshore, les Panama Papers. Tout ceci est totalement étranger à M. Nguema. Le procès, avec ses multiples rebondissements et témoignages, doit durer jusqu'au lundi 6 juillet. Il est 20h23, retour chez nous au Togo et dans l'actualité nationale. RPRENA, entendez, pour la réconciliation nationale, c'est un nouveau projet lancé hier vendredi. Il se veut ambitieux et s'appuie sur différents acteurs pour faire aboutir le processus de réconciliation. La précision, Sonia Menepo de Douaré. La réconciliation nationale, l'une des recommandations issues de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, est enclenchée depuis quelques années au Togo. Et pour la réussite du processus, il est plus que nécessaire d'impliquer la société civile et les différents groupes sociaux. Le projet RPRENA, Arbre pour la réconciliation nationale, mise sur les compétences et les talents des professionnels de l'oralité. Il s'agit donc de permettre aux professionnels du secteur créatif togolais, aux professionnels de la communication et des médias de participer à ce processus que le gouvernement togolais a lancé, donc le processus de réconciliation nationale. Il s'agit donc de
permettre à ces acteurs-là, en tant que véritables véhicules d'information et de connaissances dans notre société, de prendre leur part effective dans le processus qui est le nôtre. Les responsables de l'institution ont beau travailler beaucoup. S'il n'y a pas l'accompagnement des différents démembrements de la société, c'est en vain. Pour le Hachkroun, c'est plutôt une aubaine parce que la démultiplication des initiatives allant, n'est-ce pas, dans le sens d'accompagner le Hachkroun, pour nous, c'est à féliciter et à soutenir. C'est suite à l'appel à projet lancé par l'Union européenne pour financer les actions de mise en œuvre des recommandations de la CVJR que le projet Arteprena a été retenu. Il vient en appui aux actions du Hachkroun et permettra de faire des plaidoyers auprès des professionnels de l'oralité pour une meilleure appropriation et une vulgarisation de ces recommandations sur toute l'étendue du territoire national. L'Union européenne accompagne les efforts des autorités et de la société civile en faveur de la réconciliation au Togo, dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ce projet va développer des activités, notamment à l'extérieur de Lomé, justement pour, à travers l'art, la culture, et cette force morale que l'intellectualité togolaise représente en faveur de la réconciliation. Ce projet balisera la voie pour un climat social et politique apaisé au Togo et s'étendra sur une durée de 3 ans. Dans le reste de l'actualité, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, un guide vient renforcer les dispositifs antérieurs. Il a fait cette semaine l'objet de validation. Antoinette Omar pour la précision. Le Programme alimentaire mondial en 2014 a révélé que 14% des personnes vivant avec le VIH-Sida et sous ARV sont malnutries. 19% des tuberculeux le sont également. La lutte contre la malnutrition chez les personnes vivant avec le VIH-Sida et les tuberculeux devient alors impérative pour l'atteinte des ODD. C'est pour cela que les stratégies de lutte contre le VIH-Sida devraient intégrer les interventions nutritionnelles, des stratégies qui sont proposées dans ce guide. Et ce guide, qui doit arriver au niveau des praticiens, aider les praticiens lorsqu'ils reçoivent un malade souffrant avec le VIH, de la tuberculose, de faire son état nutritionnel. Et à partir de là, il peut distinguer s'il est malade, il est malnutri ou non malnutri. Au cas où il n'est pas malnutri, il peut donner des conseils très pratiques. S'il développe les signes de malnutrition, il y a des dispositions qui seront maintenant prises pour lui permettre d'abord, au niveau de son foyer, de bien s'alimenter. Et nous espérons aussi qu'à mettre en œuvre un programme qui pourra apporter vraiment des substances, des aliments nutritifs qu'on mettra à la disposition des personnes malnutries. L'outil sera mis à la disposition des acteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui prennent en charge les PVVH et les patients tuberculeux à travers tout le pays, dans les hôpitaux, au niveau communautaire, y compris les agents de santé communautaire. Nous leur donnerons l'information nécessaire et pour une meilleure prise en charge de ces personnes qui souffrent de ces deux fléaux. Après validation, le guide de prise en charge permettra d'améliorer les résultats du traitement et d'éviter les nouvelles infections. La démarche vise à accélérer la fin de l'épidémie de sida et l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici à 2030. Et dans la foulée, la fin du pacte VIH, le projet régional de prévention et de prise en charge VIH-Sida, c'est en août prochain, en principe, mais une cérémonie officielle de clôture a eu lieu jeudi dernier
à Lomé avec à la clé le bilan des 5 années d'activité. Ferdinand Chassoué, Robert Potobé, Ramdan Bassina. Réduire considérablement la prévalence au VIH-Sida et permettre une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Voilà le but poursuivi par le projet Pacte VIH-Sida. Après 5 ans d'activité, ce projet quinquennal prend officiellement fin. À cette cérémonie de clôture du projet, l'heure est au bilan. Nous avons touché plus de 30 000 populations clés, différentes catégories de populations clés, avec un paquet de services de prévention et de prise en charge. Nous avons pu assurer le suivi de près de 500 personnes vivant avec le VIH au niveau du Togo. Nous avons pu faire la formation de dizaines de personnes, qu'il s'agisse des prestataires de services, qu'il s'agit de formation des journalistes. Nous avons formé plusieurs modérateurs, des médiateurs. Nous avons produit différents documents, qu'il s'agit des documents de politique nationale, avec le concours bien évidemment de la partie nationale, notamment le programme national de lutte contre le sida ou le CNLS. Il ressort que le projet Pacte VIH-Sida a considérablement contribué aux côtés de l'État togolais à freiner cette pandémie. Des recommandations sont cependant formulées à l'endroit des acteurs pour la pérennisation des acquis du projet. Deux recommandations déjà prises en compte dans nos stratégies nationales et au cours de l'élaboration de financement du Fonds mondial, ces recommandations ont été même budgétisées et nous allons travailler sur d'autres recommandations pour voir leur faisabilité, notamment la réplication pour voir les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre et aussi les recommandations en matière de codification unique. Officiellement lancé le 1er février 2013, le projet régional de prévention et de prise en charge du VIH-Sida a pour cible les professionnels du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes au Burkina Faso et au Togo. Il est entièrement financé par le gouvernement américain à travers l'USAID et coordonné au Togo par Family Health International FHI 360. Et notez également dans l'actualité ce soir que l'association No Limit for the Best, à travers son projet Horace, appuie matériellement et financièrement les enseignants des établissements de 6 cantons de la préfecture du Moyen-Mono, appuie à faire des travaux dirigés, des cours de répétition aux candidats aux différents examens, CPD, BPC, Bac 2 à venir. Lucassi pour le reportage. Le radical qui continue, non? BD égale racine 40, maintenant il faut décomposer, non? Avec abnégation et dévolu, le professeur transmet ses connaissances en mathématiques à ses élèves de la classe de 3e du CEGETON dans la préfecture du Moyen-Mono. À quelques semaines du démarrage de cet examen qui donne accès au 2e cycle du secondaire, ces travaux dirigés font office de mise en jambe pour les candidats. C'est un exercice de repère qui nous aide à calculer les coordonnées des repères et je crois que ça peut m'aider à réussir mon examen en mathématiques. TTD nous aide à préparer bien nos examens pour avoir nos bacs de l'année 2017. Nous remercions cette association qui ne ménage aucun effort pour le développement de notre étude. Ces cours d'appui ou travaux dirigés qui interviennent dans tous les établissements scolaires des 6 cantons de la préfecture du Moyen-Mono font partie du projet Horace parrainé par l'association No Limit for the Best. Que ce soit aux EPP-Péton, Collines et Centres, ainsi qu'au lycée de Tado, entre autres, les enseignants ont reçu un appui matériel et financier pour accompagner les élèves en classe d'examen en dehors des heures de cours. Les après-midi, de mercredi et de samedi, nous avons organisé 2 séances de TD et nous rencontrons pour encore les fortifier. Et jusqu'au jour J, les examens, ils seront
acquérir. Par le passé, c'est les élèves qui s'organisaient, qui cotisent de l'argent pour soutenir les professeurs qui faisaient des TD. Très fiers, très contents de voir l'association à notre côté pour pouvoir nous aider à encadrer les élèves pour les préparer et à affronter les examens qui est devant eux. L'association No Limit for the Best et ses partenaires ont mobilisé plus de 8 millions de francs CFA pour mener à bien ce projet. On a pensé tout simplement commencer par la base, par la jeunesse, afin d'aider justement les gens dans les zones plus reculées à avoir de meilleurs résultats en fin d'examen, parce que justement on a remarqué qu'il y a moins de résultats qui sont bons, forcément, si je peux dire ça comme ça, au niveau des zones plus reculées qu'à Lomé. L'association No Limit for the Best œuvre également dans l'humanitaire et mène des sensibilisations contre la consommation de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire. La mise en jambe, on va aller dans le centre sportif, éducation et culturel Swallows de Lomé, qui a d'abord fait don de vivres aux orphelins de la maison Betania. Oui, c'est ce matin, la remise de ce don a été précédée d'une opération de salubrité dite de la dite maison, puis des matchs d'exhibition en football et en basketball. Jean Kofi Dedi. Swallows, le centre de formation sportive qui encadre les jeunes en football, en sport de main et dans les arts martiaux, continue d'inculquer à ses pensionnaires les valeurs de citoyenneté et de solidarité. Visite rendue à la maison Betania, fête d'activités d'hygiène du milieu et de dons en vivres aux orphelins en est une illustration. Nos amis, les orphelins de la maison Betania, nous sommes avec eux depuis toujours. La plupart de ces enfants-là viennent au centre Swallows, qui n'est pas très loin de la maison, pour faire le sport le samedi, principalement. Nous avons passé, on va dire, toute la matinée ensemble et nous avons vu le sourire et la joie dans les yeux de ces enfants-là. Et c'est ce que nous sommes venus rechercher. La maison Betania, située à Lomé Hejanaoué, enregistre 45 enfants déshérités qui ont besoin de ce geste, cette chaleur sociale. Les enfants ont beaucoup apprécié, puisque en voyant la grande partie, on voit que c'est des enfants qui ont pratiquement le même âge que nos enfants et qui ont eu la motivation de faire quelque chose et de venir travailler, de partager. Ça fait que les enfants vont se sentir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui se souviennent d'eux, qui ont l'amour envers eux. Donc, moi, je dirais en tant que responsable que vraiment, je suis très contente. Le centre sportif, éducatif et culturel Swallows est une initiative de l'association Swallows, une association à but non lucratif dont l'objectif est de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse issue des couches défavorisées. Il compte aujourd'hui 500 enfants venus de tous bords. Allez, venez avec nous un peu d'élévation physique et surtout spirituelle. Bienvenue à ces démonstrations yoga qui marquent la journée mondiale de la discipline. Célébration en présence du ministre de la Communication, un yogi peut-être. Reportage de Augustin Corsi. Les yogis célèbrent la 3e édition de la journée internationale du yoga. Moment de concentration et de relaxation pour permettre aux pratiquants de yoga de se sentir mieux dans leur corps et âme. Le yoga, ce n'est pas une religion, c'est un exercice physique et qui développe effectivement beaucoup de visions, surtout la santé et puis la discipline entre nous et la unité parmi nous les hommes dans cette monde.
Et comme l'occasion s'y prête, les différentes séances de la pratique de yoga ont été passées en revue. Des pratiques qui ont pour but de parvenir à ce qu'il convient d'appeler la réalisation de soi, l'union du spirituel et du physique. Pour le ministre de la Communication en charge de la culture, Guy Madji Lorenzo, le yoga reste un exercice à la fois individuel et collectif qui guérit le corps et purge l'âme. Le yoga est une expérience personnelle et collective dont l'objectif primordial est de cultiver le bien-être, la détente et la paix intérieure dans un monde de plus en plus miné par le stress et les tensions de toutes sortes. Le monde a besoin de paix. Cette vérité n'est plus à démontrer. Et l'humanité tout entière a besoin de se remettre en cause en se posant les bonnes questions. Le yoga fait inexorablement partie des solutions efficaces et des réponses idoines à tous ces questionnements. L'univers de la discipline de yoga est immense et diversifié. Elle a été inscrite au patrimoine des Journées mondiales de l'ONU le 21 juin 2014. Et cette pratique d'origine indienne est en cours dans plusieurs pays et est considérée comme remède aux affections physiques, mentales ainsi que spirituelles. Ça nous fera du bien pour le week-end. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.